renégocier les contrats pour améliorer la rentabilité de votre entreprise. On en parle ici même, en direct, en public, en direct donc du Palais des Congrès Porte-Maillot aujourd'hui, un congrès des DAF plein à craquer. Et tout de suite, nos deux invités à la tribune. Cécile Moreira, bonjour, vous êtes avocat au cabinet Morerat. Vous êtes vous-même, j'imagine, la boss de ce cabinet. Le micro dans quelques instants. Denis Fraissinet, également à la tribune, avocat. Renégociez vos contrats pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. 30 minutes chrono, je compte sur vous. Le micro, la tribune, la souris sans fil, c'est à vous. Oui, bonjour messieurs, dames. Là, en 30 minutes chrono, c'est évidemment pas un sujet très facile à aborder parce que l'économie repose sur des échanges et les échanges reposent sur des contrats. Les contrats, on les rencontre évidemment à chaque stade d'un circuit économique de base, de la fabrication, construction, distribution, avec en partie et en parallèle dans les circuits adjacents, que ce soit les contrats d'assistance, de conseil et d'assurance. Donc face à ce constat, j'ai 3 remarques préliminaires à vous soumettre. La première, c'est que nous sommes obligés d'aborder uniquement les contrats conclus entre professionnels, entre sociétés commerciales, évidemment, à l'exclusion, parce que nous n'en avons pas le temps, des contrats conclus entre particuliers ou entre un professionnel et un particulier. Dans cette matière-là, nous savons qu'il y a une réglementation très stricte, foisonnante, en pleine croissance, et qu'elle laisse peu de place à une autonomie et à une liberté rédactionnelle. Donc on envisagera uniquement les contrats dits d'affaires, qu'ils soient conclus sur un plan national ou international d'ailleurs, entre une ou plusieurs sociétés commerciales. Ça, c'est la première remarque, et c'est en matière de contrats d'affaires qu'on rencontre encore aujourd'hui une liberté rédactionnelle assez grande, donc difficile à mettre en place, difficile à respecter et qui présente des écueils très importants à éviter. La deuxième remarque, en matière de contrat d'affaires, va s'appliquer obligatoirement une réglementation de droit économique, de droit de la concurrence, qui en droit français se décline sous 2 textes majeurs. On a le traité européen et on a pour nous l'article L442-6 du Code de commerce qui va sanctionner lourdement et très facilement la responsabilité d'une entreprise dans le cadre de la conclusion d'un contrat dès lors que cette entreprise obtient ou essaye d'obtenir des avantages commerciaux non causés ou disproportionnés, qu'elle soumet un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif ou qu'elle le menace de rompre brutalement des relations commerciales établies. Donc c'est en prenant en considération ces 2 textes majeurs qu'il intervienne sur le plan européen, avec l'interdiction des ententes et des abus de position dominante, ou en droit français, avec ce texte clé qui est une loi de police, qu'il va falloir concevoir la rédaction d'un contrat. Ne pas oublier que le rédiger avec trop de sévérité ou en créant d'emblée un déséquilibre significatif par rapport à ces textes clés, c'est tomber tout de suite dans un piège immédiat qui est sanctionnable très facilement et très rapidement sur un plan judiciaire. La troisième et la dernière remarque sur un plan introductif. Pour établir un contrat, vous le savez, il n'est pas nécessaire d'avoir un écrit. Un contrat, c'est la simple rencontre de 2 volontés, une offre, une acceptation. Il suffit d'être d'accord sur une chose et sur un prix. Face à ce constat, il y a donc 2 écueils à éviter. Attention à la communication par mail. Là, on a une réforme et une jurisprudence très très claire. Aujourd'hui, face à la communication électronique, elle vaut preuve. Il suffit que le destinataire et l'expéditeur du mail soient identifiables et qu'il y ait une signature électronique en fin de mail pour que ce soit une preuve tangible, sérieuse. Et attention également aux télécopies, un simple échange de mail ou un simple échange de fax peut valoir évidemment contrat et entraîner l'obligation très lourde à la charge de l'entreprise. Alors, derrière ces remarques très rapides introductives,
nous avons été obligés de sélectionner dans une matière aussi vaste 5 points clés en prenant en considération avec Denis pour le premier point clé les parties signataires au contrat, puisque à l'abord de ce premier point, on rencontre sur le plan pratique des difficultés qui peuvent s'avérer lourdes, complexes et elles pas faciles à résoudre. Au niveau de la responsabilité, qui a le pouvoir d'engager l'entreprise, ça vous le savez tous, c'est évidemment le représentant légal de l'entreprise et en fonction de la forme de la société, si l'on retient les principales, pour une SA classique à conseil d'administration, ce sera le président directeur général si on a une direction non dissociée, le DG ou le DG délégué s'il y a une direction dissociée et certainement pas le président du conseil d'administration. Pour une SA à directoire et à conseil de surveillance, ce sera le président du directoire sous réserve des pouvoirs explicites réservés au conseil de surveillance. Et pour une SAS, ce sera le représentant légal désigné statutairement. Attention au statut et surtout à la modification des statuts et au dépôt au greffe des statuts modifiés qui vont, en ce qui concerne la SAS, déterminer la personne qui est investie du pouvoir de représenter la société et là où les personnes physiques ou morales auxquelles le premier dirigeant va pouvoir déléguer. Donc, à la première hypothèse de base, les représentants légaux des entreprises, on a des textes qui semblent clairs et simples à la première lecture. Ces textes-là, il faut les conjuguer avec les dispositions statutaires et les règles spécifiques à chaque structure commerciale pour les essentiels cités. Derrière ce pouvoir dont est investi le représentant légal va en pratique se poser systématiquement des questions importantes qui concernent les délégations de pouvoir et les chaînes de délégation de pouvoir. Alors, une première remarque, on ne peut pas confondre une délégation de signature avec une délégation de pouvoir. Une délégation de signature ne décharge pas le représentant légal de sa responsabilité. Il donne un simple mandat à un salarié de signer en son nom et pour son compte. Et le salarié ne prend aucune autre responsabilité que de respecter les obligations figurant à son contrat de travail. La délégation de pouvoir, elle, en revanche, est un acte beaucoup plus important. C'est une convention par laquelle le dirigeant d'entreprise, le représentant légal, va conférer pouvoir à un salarié pour mandater au nom et pour le compte et agir au nom et pour le compte de la société. Ça, c'est une véritable délégation. Juridiquement, on considère qu'elle est consentie par la société, premièrement, et physiquement par son représentant légal. Deuxièmement, que cette délégation de pouvoir n'a pas besoin d'être écrite. Elle peut être tacite et résulter des fonctions du salarié concerné de façon implicite comme un DRH ou un DAF, et qu'il est enfin en pratique vivement conseillé d'établir un écrit qui ne soit pas non ambigu, puisque lorsqu'elle est établie, cette délégation est très efficace. Au niveau du dirigeant, elle a pour mérite de consacrer ou d'établir une exonération de responsabilité dans des matières qui sont très importantes, notamment pénales. La délégation de pouvoir, lorsqu'elle est bien rédigée, peut exonérer le représentant légal de toute responsabilité pénale à partir du moment où il n'a pas lui-même participé à l'infraction reprochée. Donc, il peut parvenir à une exonération en matière d'infraction à la législation du travail, sécurité du travail, hygiène, à la législation sur la main-d'œuvre, à la législation aussi en droit des affaires sur des délits de contrefaçon, sur des délits d'initiés, à la législation aussi fiscale, notamment en matière de fraude fiscale ou de fraude douanière. Donc ça, c'est très efficace. Côté dirigeant, au dirigeant, on exige de sa part qu'il ne multiplie pas
les délégations de pouvoir. Le représentant légal ne peut pas investir plusieurs salariés qui sont affectés aux mêmes fonctions d'une même délégation de pouvoir. Là, il y a un problème de validité. La multiplication des délégations de pouvoir porte une atteinte considérable à leur efficacité. En revanche, il peut subdéléguer très facilement, et cette délégation et cette subdélégation est valable à partir du moment où le salarié délégataire ou les salariés subdélégataires ont la compétence, l'autorité et les moyens d'exécuter leur délégation de pouvoir. Donc, côté salarié, on vérifiera que le salarié dispose d'une compétence, d'une autonomie, d'une responsabilité et des moyens pour l'exécuter. Pourquoi ? Parce que côté salarié, être investi d'une délégation de pouvoir lui fait courir un risque qui n'est pas négligeable et qui n'est pas théorique, qu'il soit pénal, civil ou même fiscal. Donc attention à la portée des délégations, à leur acceptation et à leur formalisme. Ce n'est pas du tout neutre en pratique, et les sanctions peuvent être multiples vis-à-vis des tiers sur des terrains pratiques très importants, et évidemment en interne dans un rapport très très strict employeur-salarié à l'occasion de l'exécution de cette délégation. Donc voilà pour le premier point clé exposé de façon très synthétique. Le deuxième point clé que l'on a choisi et déterminé par contrainte de temps, c'est l'objet du contrat et sa durée. On ne viendra pas évidemment dans les principes généraux du droit du contrat. Vous savez tous que l'objet d'un contrat est essentiel, sa rédaction est difficile, il faut qu'il soit déterminé, déterminable, compréhensible, qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à une expertise judiciaire pour comprendre l'objet du contrat. C'est pas toujours le cas, notamment dans des matières très techniques. Et à côté de l'objet, s'il y a une clause qui est essentielle, c'est évidemment la clause de prix, d'aménagement, de révision, de négociation du prix. Je passe la parole à Denis, s'il vous plaît, sur le prix. Alors écoutez, je vais essayer également d'être bref et de faire un inventaire le plus exhaustif possible concernant le prix. Comme vous le savez tous, le prix est un des éléments essentiels du contrat, et à défaut de prix, on a la nullité. Donc le souci qu'on a dans la rédaction est être certain d'avoir un prix déterminé ou déterminable. Je vous renvoie à l'article 1129 du Code civil, qui précise qu'il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quantité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée. Donc on passe des clauses et des clauses à essayer d'écrire un prix, particulièrement quand on fait des cessions de société par rapport à tout un tas de références, de clôtures, de périmètres de groupe, de relations contractuelles, de chiffre d'affaires, d'évolution, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Et la véritable difficulté, c'est qu'on a intérêt pour les parties à sophistiquer cette détermination du prix, qui est donc un élément essentiel, mais plus on sophistique cette détermination du prix, plus on a des difficultés à être compris. On a quelquefois du mal à être compris entre les parties, encore plus de se faire comprendre auprès des tiers. Donc on essaie souvent, quand le prix est relativement sophistiqué, d'être certain de pouvoir avoir un prix déterminé ou déterminable. Donc, à défaut de pouvoir le rédiger, on renvoie bien souvent à des dires d'experts. Les dires d'experts, c'est la possibilité également que nous offre le Code civil. Article 1792, il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut pas faire l'estimation, il n'y a point de vente. À savoir qu'on peut s'entendre sur la chose et sur le prix en fonction d'un dire d'expert. Ce dire d'expert, pour dire quelques éléments sur cette expertise, l'expérience nous montre qu'il vaut mieux l'encadrer, éviter d'employer des formules trop générales en termes d'experts, essayer de préciser l'expertise, la nature d'expertise, le cadre de l'expertise, les modes de valorisation utilisés, l'esprit des parties, de façon à pas qu'on se retrouve, comme il m'est arrivé récemment, avec une expertise
malheureusement dans un petit tribunal de province où l'expert a appliqué toutes les méthodes de l'administration fiscale pour reformuler un prix sur X méthodes, mais qui ne correspondait en rien ni au marché, ni à l'objet entreprise. Et donc, le dire d'expert, malheureusement, s'est révélé néfaste, au moins à l'une des parties, tant il était assez éloigné de la valorisation possible de l'entreprise. Donc la clause à dire d'expert est une clause au moins que vous pouvez introduire dans la plupart des contrats et qui vous permettra, avec plus ou moins de certitude, d'avoir au moins un prix déterminable et vous éviter ainsi la nullité. Toujours en étant bref et en essayant de faire une liste exhaustive, de voir comment ces prix peuvent être complétés, il existe beaucoup de clauses, on va dire, de variation de prix. Ces variations ont différents noms selon les natures des contrats, selon qu'il s'agisse, on va dire, de cession, on va dire, de société ou de cession de marchandises. Je voulais vous dire 2 mots sur les clauses de earn-out, les clauses de révision de prix. C'est une clause qui, sur un prix qui est fixé ou un prix de base, permet de rajouter du prix en fonction de l'évolution de l'exploitation de la société. Ces prix, bien entendu, selon la volonté des parties, peuvent varier à la fois à la hausse ou à la baisse, et peuvent varier à la hausse ou à la baisse dans des conditions très différenciées. Il nous arrive de pénaliser, la révision à la baisse sur des multiples de résultats d'exploitation ou de BE. Un des intérêts de cette clause de earn-out, au moins en matière fiscale, c'est que en matière de cession, on n'est imposé que sur le prix. La révision du prix qui sera déterminée en fonction des résultats futurs ne sera imposée que lorsque ces résultats futurs seront réalisés. Et donc, on a un différé de plus-value. Il vaut mieux utiliser ces natures de clauses le plus possible plutôt que des crédits vendeurs où sur un crédit vendeur, comme vous le savez, vous êtes imposé. Il y a un prix, il y a une cession, l'administration ne s'attache pas aux modalités de paiement. Il suffit qu'il y ait vente, même s'il n'y a aucun paiement, il y a taxation. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur cette clause de earn-out. Complète des clauses de earn-out plutôt, mais qui ont une influence directe sur le prix, ce sont les clauses de garantie. Ces clauses de garantie, il faudrait, un cours entier de plusieurs journées pour vous en parler. On va dire qu'elles sont nombreuses et les bases de la garantie sont également nombreuses. Et il y a bien entendu des garanties exclusivement sur des actifs, sur des passifs, sur des actifs nets, sur des bons fonctionnements, sur des bons dénouements, sur des signatures de contrats. J'en passe et des meilleurs. Cette garantie d'actifs, de passifs, d'actifs nets, de bon fonctionnement a une influence directe sur le prix et amène bien souvent une révision du prix. Attention quelquefois parce que l'application de ces clauses peut induire des indéterminations, d'où quelquefois un risque de nullité en matière d'application. Je vous parlerai très rapidement, étant moi-même avocat en droit des sociétés, des clauses de ratchet qui sont ni plus ni moins des clauses de variation de prix, mais non pas sur des cessions, mais sur des augmentations de capitaux, avec la possibilité de redistribuer selon l'évolution de la société, à la hausse ou à la baisse, une répartition du capital, si je la fais simple, sur l'investisseur entrant dans le capital de la société. On a des clauses qu'on retrouve bien entendu dans les contrats de droit des sociétés, mais également dans les contrats de droit du travail, qui sont des clauses dites d'objectifs, où on a à nouveau un prix ou un salaire que l'on va faire modifier par rapport à des objectifs que l'on va induire, que l'on va chiffrer, que l'on va préciser, et en fonction de ces réalisations, on complétera un prix, un salaire ou une commission selon le cas. On a aussi des contrats qui sont sur des durées plus longues et qui obligent les rédacteurs et les parties à prévoir, bien entendu, des évolutions de prix. Attention de façon générale à la durée des contrats, c'est bien souvent un piège. Parmi ces clauses qui permettent de réviser ou de corriger le prix, il y en a de plusieurs sortes et de plusieurs natures. On a des clauses d'indexation qui permettent de revenir sur le prix à des dates récurrentes prédéterminées dans un contrat selon des indices connus des parties.
les clauses, on va dire, relativement très classiques. Si vous utilisez des transporteurs, c'est les clauses qui sont liées aux variations des prix du gasoil qui sont aujourd'hui, j'allais dire, quasiment des clauses qu'on rencontre quasiment sur aujourd'hui tous les pieds de facture. Ces clauses d'indexation peuvent se sophistiquer, bien entendu, selon les natures, j'allais dire, des contrats, quelquefois sur des variations de matières premières, quelquefois on peut en repréciser selon, j'allais dire, les natures et les modalités de paiement et donc les régimes monétaires. Et ces clauses sont très fréquentes dès que le contrat, on va dire, a une durée certaine et durable. On a d'autres clauses qui permettent ces types d'indexation ou de révision qui sont des clauses dites d'échelle mobile. L'avantage d'une clause dite d'échelle mobile, qui est certes une révision à date, c'est qu'elle fait partie du prix et que le prix sera automatiquement revu aux dates précisées contractuellement dans le contrat. Ces clauses d'échelle mobile, on les trouve fréquemment sur tous les contrats, j'allais dire, de beaux commerciaux, voire de location-gérance, qui permettent des indexations systématiques, si je puis dire, du contrat, sans avoir besoin de faire état d'une révision ou d'une application, à condition quand même quelquefois de, bien entendu, avoir les informations. Ces clauses d'échelle mobile se distinguent quelquefois aussi des clauses de recettes qu'on trouve fréquemment dans les baux commerciaux, notamment dans les baux en matière de galerie commerciale, où on a un loyer pour l'exploitation d'un pas de porte et où on fait régulièrement varier ce loyer en fonction soit des chiffres d'affaires réalisés dans le magasin, soit de la marge réalisée dans le magasin. Là aussi, c'est une clause qu'on trouve très fréquemment dans les baux commerciaux, ou dans les contrats de location-gérance, qui ont un avantage, selon la nature de contrat, de garder une qualification de l'exploitant ou du bailleur comme un commerçant, et donc de le laisser inscrire au registre du commerce et des sociétés, et donc de bénéficier quelquefois de tout un tas de régimes de faveur par rapport aux revenus fonciers qui sont beaucoup plus restrictifs en matière d'imposition et de déduction de charges. On a une clause que je ne fais que vous citer, qui est apparue ces dernières années. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer sur certains contrats de sous-traitance, notamment avec certains sous-traitants opérateurs téléphoniques, qui sont des clauses dites de clauses à l'anglaise ou de clauses d'offres concurrentes, et qui permettent assez régulièrement dans le contrat, à des dates aussi bienvenues, de comparer, j'allais dire, la prestation qui est réalisée par le sous-traitant avec la prestation du concurrent en direct. Cette clause, bien entendu, est souvent au bénéfice du contractant, mais quelquefois également aussi au bénéfice du bénéficiaire, qui peut se réajuster en fonction de l'offre et de la concurrence dans certains dossiers. Elle est bien souvent difficile d'application, puisque là aussi il y a des difficultés de détermination de prix ou de ces révisions, mais souvent elle permet, ces clauses de concurrence, ou je vous dis dites à l'anglaise, de revoir le prix et d'avoir une rupture d'une certaine façon contractuelle du contrat sur des évolutions de prix ou de prestations qui n'étaient pas prévues à l'origine. Elles sont de plus en plus appliquées sur les contrats de prestation de services et les contrats de maintenance. Voilà en 10 minutes ce que je voulais dire sur le prix. Merci. Sur le renouvellement du contrat et la tacite reconduction, là aussi, vous le savez, attention au formalisme. Il est essentiel que la clause de durée du contrat soit claire, courte. Il est inutile de la rédiger très longuement et qu'elle stipule très clairement dans quel délai peut être rompu le contrat et à l'expiration de quel délai et pour quelle durée ce contrat sera tacitement reconduit. Très souvent, on rencontre, quelle que soit l'activité de l'entreprise, des clauses de durée, bien que cela paraisse simple à premier abord, qui sont difficiles à comprendre et à appliquer et qui sont sujets
à discussion et donc à un aléa devant une juridiction. Ça, c'est pas le but, c'est ce que l'on doit éviter au contraire. Donc il faut que ce soit clair, très ferme, mais à la première lecture compréhensible, avec évidemment un mécanisme de renouvellement ou de non-renouvellement qui soit simple, rapide à mettre en œuvre en pratique. On peut le prévoir alors par la très très classique lettre en recommandé avec accusé de réception, mais cela peut intervenir également par fax, télécopie, email, compte tenu de la valeur probante actuelle de ces éléments. Attention en matière de renouvellement au préavis qui est stipulé. Ce préavis doit être conforme aux usages. Le contrat ne permet pas tout. Vous ne pouvez pas imposer à un contrat et à un partenaire un préavis d'une durée trop courte. Vous êtes obligé de prendre en considération le lien de dépendance économique du partenaire, l'ancienneté des relations commerciales établies avec celui-ci pour déterminer dans le contrat un préavis vous permettant de ne pas le renouveler si vous décidez de ne pas le renouveler. Donc il n'y a pas une totale liberté en matière de dénonciation de contrat et elle présente des dangers certains qui doivent être cadrés en fonction de la puissance de votre entreprise et du lien de dépendance économique du partenaire avec lequel vous avez conclu. En quatrième point clé, il y a évidemment à aborder, là aussi rapidement, nous en sommes désolés, la résiliation du contrat, les motifs de résiliation et les modes de résiliation. Sur ces points également, la qualité de rédaction est très importante. Stipuler des obligations au contrat, c'est très bien, mais c'est efficace uniquement s'il y a sanction à l'appui, sanction qui puisse être mise en œuvre rapidement, efficacement et qui n'oblige pas à intenter des actions judiciaires sur plusieurs années de juridiction. Donc, clarté de rédaction avec dans l'esprit quelle efficacité de sanction et quelles sont les obligations que l'on privilégie avec à l'appui une sanction qu'elle aille de l'astreinte financière, toujours réductible par le juge, mais nécessairement importante dans les relations commerciales avec votre partenaire, à des résiliations de plein droit ou à des résiliations pour faute. Dans ce cadre-là, vous devez systématiquement prendre en considération également le bien fondé du motif de rupture, analyser son risque de brutalité ou son risque d'abus, puisqu'il existe aujourd'hui une jurisprudence et une réglementation très sévère qui est applicable à la brutalité de rupture de relations commerciales établies. Attention, donc il faut déterminer si le motif est suffisamment grave pour provoquer une rupture sans préavis, et si vous considérez qu'il ne l'est pas, vous êtes obligé de consentir un préavis d'une durée conventionnelle suffisamment importante pour ne pas risquer d'être condamné, et pour des sommes très importantes, c'est facile sur un plan judiciaire, à des dommages et intérêts conséquents pour rupture brutale de relations commerciales établies, quelle que soit leur ancienneté. Il y a un facteur de prudence à prendre obligatoirement en considération sur ce point. En matière de clause pénale et d'indemnité déterminée contractuellement lorsque résiliation du contrat il y a notamment pour faute, on s'aperçoit en pratique qu'elles sont souvent rédigées avec beaucoup de sévérité. Là, ce n'est pas opportun non plus, puisque les tribunaux viennent sanctionner systématiquement l'excès de rédaction, l'excès de sévérité. Donc il vaut mieux prévoir une clause, et c'est beaucoup plus efficace, qui présente au moins en apparence un équilibre dans les sanctions et qui n'exprime pas d'emblée un déséquilibre significatif, pour que vous puissiez la mettre en œuvre
à bref délai, immédiatement. Si elle est trop sévère et si elle implique ce déséquilibre, elle sera réduite par les juridictions pratiquement systématiquement et en plus dans des proportions considérables. Vous avez un effet boomerang et pervers. Trop de sévérité dans la rédaction va entraîner en cas de difficulté une sanction et une condamnation à votre encontre encore plus sévère. La résiliation du contrat, si elle pose des difficultés et que l'on est obligé d'aborder cette difficulté sur un mode de résiliation. Nous savons qu'il en existe plusieurs, que les contrats peuvent stipuler des clauses attributives de juridiction extrêmement classiques. Vos contrats doivent le prévoir d'emblée pour fixer la compétence du tribunal du siège social, de la mère ou de l'entreprise, mais on peut décliner facilement en fonction de l'importance du contrat, de l'activité, des enjeux financiers, des clauses plus spécialisées, dont la clause d'arbitrage ou la clause de médiation. Denis, je te repasse la parole. Alors, à nouveau, 5 minutes pour vous parler plus généralement de toutes les clauses compromissoires et particulièrement de la clause d'arbitrage. Par clause compromissoire, il faut entendre, on va dire, toutes les clauses qui ont pour objet de soustraire à la justice étatique tout ou partie des différends. Ces clauses compromissoires, bien entendu, il y a la clause d'arbitrage, mais on peut la décliner à plusieurs niveaux. Le premier niveau de ces clauses compromissoires, c'est peut-être ce qu'on oublie souvent dans les contrats, parce qu'on a trop l'habitude des écrits, c'est avoir une clause de rendez-vous, à savoir quand il y a une bagarre sur un contrat, c'est pas plus mal de pouvoir en parler que d'appeler directement son avocat, même si l'avocat quand même peut être utile. Donc une clause de rendez-vous, c'est une façon déjà de dénouer ou de poser, le litige. Après ces clauses de rendez-vous, il y a une clause qui n'est pas non plus trop contraignante, mais qui permet de dénouer les choses, parce que souvent on les oppose à d'autres personnes que strictement les parties. C'est des clauses de conciliation où on va essayer, alors même qu'il y a un litige, sur une possibilité de dénouement à l'amiable. Si ces clauses-là, effectivement, ne suffisent pas, on va vers d'autres clauses, en particulier quand elles sont ponctuelles, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des clauses d'arbitrage. Mais attention, une clause d'arbitrage, c'est une clause d'expert, c'est un dire particulier, elle ne tranche pas. Donc elle est susceptible d'appel. Là aussi, je vous le fais en cascade. Et puis, après cette clause dite dire d'expert, qu'on peut retrouver dans ces clauses compromissoires, il y a la clause d'arbitrage. La clause d'arbitrage, là, il faut faire excessivement attention. Pourquoi ? Parce que la clause d'arbitrage peut avoir les mêmes effets qu'un jugement en premier et en dernier ressort. On a tendance, quelquefois en droit des affaires, à pas forcément à faire confiance à notre justice nationale. Et pour autant, la justice nationale nous permet non seulement un jugement, mais un appel, voire des cassations. Et la particularité, bien souvent, de l'arbitrage, c'est que vous avez un seul jugement rendu par les arbitres et insusceptible de faire appel. Donc, c'est une autorité de la chose jugée sur un seul dossier fait en une seule fois sur un seul arbitrage. Deux façons de provoquer ces arbitrages. Un arbitrage qu'on appelle plutôt ad hoc, où les parties vont entre elles définir le mode d'arbitrage, les arbitres, la désignation du juge arbitre, les modalités d'intervention, le lieu où va se réunir les arbitrages, les honoraires de chacun. Généralement, il faut avoir les interventions, des arbitres et les noms des arbitres. On peut l'avoir sur des arbitrages dits ad hoc. Ça, c'est bien entendu possible, mais c'est relativement peu fréquent. Et souvent, en convention internationale, on renvoie à une clause d'arbitrage qui est liée selon les natures des pays. Et je vous en cite, les plus connus, la London Court of International Arbitration. Excusez mon anglais, je suis pas très doué en anglais, mais je me rappelle bien de cette cour. Simplement pour vous dire que j'avais eu un litige en matière de ship management. Ship management, c'est les gens qui gèrent les bateaux pour un armateur que nous, on battait un pavillon français ou maltais, plutôt maltais que français, contre un problème de ship management
qui lui était au Saint-Vincent-des-Grenadines. Et le contrat a été arbitré, bien entendu, sur la London Court of International of Arbitration. Je m'en rappelle bien parce que j'ai appris, alors même que notre client a gagné le litige et a eu un arbitrage positif, que vis-à-vis de cette cour, et chaque cour définit ses règles d'arbitrage, les parties étaient solidaires sur le paiement des honoraires des arbitres. Il s'avère que dans le dossier, il y a eu 350 000 euros d'honoraires d'arbitre, que normalement, si on avait gagné, on aurait pu se retourner contre la partie adverse pour se les faire payer. Mais comme la partie adverse était à Saint-Vincent-des-Grenadines, impossible de se faire payer quoi que ce soit. Donc on a payé 350 000 euros d'arbitrage pour, certes, un arbitrage qu'on a gagné, mais pour ne rien avoir en face. Donc attention, quand vous faites référence, on va dire, à des applications de cours et d'arbitrage qui sont quand même très variables selon qu'on a affaire à Stockholm, à New York, à Paris ou à Londres. Donc ça peut être avantageux. C'est souvent pratiqué en matière internationale parce qu'on a toujours un doute en matière internationale de savoir quelle est, la Cour de justice qui est susceptible de pouvoir gérer le litige. Et comme, les parties ont des doutes, effectivement, on renvoie à ces natures d'arbitrage. Alors, on va dire que l'avantage d'un arbitrage, même lorsqu'il est renvoyé à ces cours, c'est quoi l'avantage? C'est que normalement, on est arbitré par des gens qui sont susceptibles de connaître la nature de litige. À savoir, à Londres, les problèmes, on va dire, d'armateurs, de bateaux, de problèmes navals de façon générale, effectivement, ils sont excessivement bien connus. Je suis pas sûr qu'ils soient aussi bien connus au tribunal de commerce de Châteauroux. Donc, on peut penser qu'on a affaire à des spécialistes. La deuxième chose, je peux dire aussi, c'est qu'on peut penser aussi être arbitré sur des délais plus rapides que les juridictions nationales. Là, attention, puisque chaque fois, chaque cour décide, selon les natures et selon les objets du litige, les délais pour rendre leur sentence. Donc, quelquefois, on a l'impression d'être plus rapidement arbitré. Détrompez-vous, certains arbitrages peuvent prendre des années et être aussi longs, voire plus, que certaines juridictions nationales. Dernier, on va dire, inconvénient, toujours en matière de temps, de l'arbitrage, c'est son coût. Autant la justice, comme vous le savez, est à peu près, gratuite en France, je dis bien à peu près. Les arbitrages, effectivement, selon les natures, selon les chambres, selon les litiges, sont assez coûteux. Et il est fréquent, effectivement, de voir des honoraires d'arbitrage liés au montant du litige. Donc, plus vous avez de gros litiges, plus l'arbitrage risque d'être onéreux. L'avantage, mais aussi qui peut être un inconvénient, c'est que vous êtes jugé. Vous êtes jugé en dernier ressort. Vous êtes jugé, vous êtes tranché. C'est quasiment l'autorité de la chose jugée, pas l'arbitrage, mais avec une décision d'arbitrage, quelle que soit la cour, vous allez devant le tribunal de grande instance et vous pouvez obtenir l'exéquatur et donc l'exécution de l'arbitrage, à condition que l'arbitrage puisse être exécuté. Je vous citais mon exemple à Saint-Vincent-de-Grenadines, où malheureusement, vous ne pouvez rien saisir puisque il est difficile d'appliquer quoi que ce soit. Voilà en 5 minutes ce que je voulais dire sur l'arbitrage. Et pour un mot de conclusion, s'il vous plaît, excusez-nous. Vous savez tous que la négociation, la conclusion, la rédaction des contrats, c'est un exercice difficile, et de plus en plus difficile, puisque nous sommes obligés de conjuguer une multitude de réglementations, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit l'activité, en faisant très attention et avec beaucoup de vigilance à tous les points principaux de chaque contrat, quel qu'il soit. Nous sommes obligés d'en terminer ainsi. Je vous remercie beaucoup. Merci.